Nationalisme et bruit de bottes en Croatie, l'autre front de la guerre en ex-Yougoslavie. Ils ont le vent en poupe une semaine avec les communistes suisses. 2 reportages au sommaire de temps présent. Bonsoir. On a beaucoup parlé de la guerre en Bosnie ces dernières semaines avec la reprise des combats, les casques bleus pris en otage et le rôle des Serbes dans ce regain de violence. Mais parallèlement, un autre front se rallume, celui qui oppose les Croates aux Serbes. En mai dernier, lors d'une offensive éclair, l'armée croate a remporté sa première victoire militaire contre les forces serbes. Une victoire qui a ravivé le nationalisme croate et exacerbé les velléités de reconquête des territoires perdus. Pourtant présent, Jacob Berger et Gaspard Lamunière se sont rendus sur ce front. Ils en ramènent un reportage surprenant et inquiétant. Pour une fois, ce sont les populations serbes que l'on voit fuir, tandis que l'armée croate parle ouvertement de reconquérir les territoires perdus au profit des Serbes par la force. Mai 1995, l'Europe entière fête la victoire des Alliés contre le nazisme. Mais au même moment, un petit pays des Balkans, la Croatie, célèbre la mémoire non pas des partisans, des vainqueurs du fascisme, mais des vaincus, les Oustachis. Beaucoup de ces Oustachis, qui étaient les alliés d'Hitler et de Mussolini, seront assassinés à la fin de la guerre par les partisans de Tito. C'était le 6 mai 1945, à l'époque où toute l'Europe menait une chasse impitoyable contre les collabos des régimes fascistes. En ce début mai, toute l'élite catholique, militaire et politique croate a convergé vers Bleiburg, un petit village autrichien où s'est déroulé le drame. Ce massacre mettait fin à la première indépendance de la Croatie. Dans la mémoire du peuple croate, Bleiburg entretient la haine, le besoin de vengeance. La guerre qui n'en finit pas de déchirer la Yougoslavie trouve ses origines dans cette page noire de l'histoire croate. Elle en est même probablement la continuation. Au même moment, en ce début mai 1995, la télévision croate annonce fièrement que son armée a déclenché une offensive victorieuse contre un territoire occupé par les Serbes. À la surprise générale, la Croatie inflige sa première défaite militaire majeure aux Serbes au prix de violents mais brefs combats. Cette victoire éclair déclenche des scènes d'allégresse à travers tout le pays et dans le territoire reconquis, les soldats croates posent fièrement tout en exhibant les trophées de guerre pris aux Serbes. En ce début mai, nombreux sont ceux qui pensent que le vent a tourné en faveur des Croates. Cette victoire historique s'est produite dans un territoire grand comme le canton de Genève, en Slavonie occidentale. En 2 jours de combat, villes et villages sont repris par les Croates. Dès que la zone s'est ouverte aux journalistes étrangers, nous nous sommes rendus à Pakrac. La confusion est encore totale. Les militaires serbes ont disparu, retenus prisonniers ou ayant tout simplement pris la fuite, laissant les civils serbes livrés au désarroi. Difficile dans cette fourmilière de distinguer qui sont les Serbes et qui sont les Croates. Des casques bleus distribuent de l'eau et un peu plus loin, le CICR donne du pain. Où vous a-t-on donné ce pain? J'ai eu ce pain parce que je n'ai pas assez à manger. J'ai faim. Qu'est-ce que vous avez perdu? Tout d'abord, j'ai perdu mes mains. Avant, je n'aurais jamais mangé un pain que je n'aurais pas fait moi-même. C'est une humiliation pour moi de recevoir du pain comme ça. Vous qui êtes serbe, vous allez rester ici? Je ne pense pas, non, je n'en ai pas l'intention. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Juste à côté, des Serbes revendent aux Croates les quelques possessions qui leur restent. Toute la population part.
Tous partent. Vous avez peur? Je ne sais pas. Vous êtes simplement triste. Je laisse tout derrière moi et je pars avec des sacs. Vous savez où vous allez? Je sais pas. Vous partez? Ouais, nous partons. Où allez-vous? Nous ne savons pas. Nous devons partir. Vous avez peur de rester? Oh, il se passe des choses. Vous avez reçu des menaces ou des choses du genre? Laisse tomber. Restons-en là. À moi, vous pouvez me le dire. Non. Depuis que la Yougoslavie est déchirée par la haine ethnique, combien de fois n'a-t-on pas vu des Croates ou des musulmans fuyant les Serbes? En ce début de mois de mai, les rôles sont inversés. L'arrogance serbe a disparu. Cette fois, ce sont les Serbes qui fuient impuissants sous le regard satisfait des Croates. Ah, tout ce que nous avons vécu depuis que nous avons quitté notre village est sur le chemin. On vous a menacé? Foutez le camp, sale gitan, filez. Je n'ose même pas vous le répéter. De quoi avez-vous peur? Des actes de vengeance? Des provocations? Même maintenant, en route, on nous a menacés. Des civils. Pour l'instant, avec les autorités croates, ça va. Mais plus tard... De l'autre côté de ce pont, c'est la Bosnie, c'est-à-dire la guerre. Pour permettre le passage du convoi de réfugiés, il a fallu déminer le pont, qui sera reminé aussitôt après. Tout le monde redoute une reprise des combats. Nous repartons pour Okučani, une des petites villes reprises par les Croates. L'ONU, qui était la seule à disposer d'observateurs au moment des combats, a accusé les Croates d'avoir commis des exactions envers les Serbes. Que ces accusations soient vraies ou fausses, toujours est-il que quelques jours plus tard, nous ressentons un immense malaise devant ces maisons vides aux portes encore ouvertes, où toute trace de vie humaine a disparu. Okučani est une ville fantôme. Les Serbes semblent être partis comme s'ils avaient été brusquement interrompus au milieu d'un repas qu'ils n'ont pas eu le temps de terminer. Nous remarquons ici ou là une maison portant le signe distinctif des Serbes et dont il ne reste plus rien. À part les animaux abandonnés qui errent dans les décombres, les seuls êtres vivants que nous rencontrons sont les soldats croates savourant leur victoire. Ils appartiennent tous à un régiment formé de soldats originaires de la région. C'est la première fois depuis 4 ans qu'ils peuvent à nouveau fouler le sol de leur village. Nous nous sommes préparés pour ce jour.
Nous sommes heureux, même ravis d'avoir reconquis cette terre pour notre patrie. Nous nous sommes préparés pendant 4 ans. On n'est plus en 1991 quand les Serbes étaient supérieurs à nous en armement, en technologie, en entraînement militaire. Car les Croates n'avaient pas l'habitude d'être des soldats. Contrairement aux Serbes qui le sont depuis la nuit des temps. Maintenant, nous sommes devenus une armée de qualité, bien organisée et bien entraînée. Et nous sommes prêts à récupérer chaque morceau de territoire, par la force, si c'est nécessaire. L'apparence de paix qui règne ici ne nous trompe pas. De nombreuses maisons ont été marquées des signes croates ou serbes, ce qui laisse généralement présager le pire. Dans les dernières maisons encore debout, on ne trouve guère plus que des soldats. Partout, des marques anciennes ou récentes de violents combats, l'omniprésence d'une volonté de détruire sans que nous soyons capables de distinguer qui a détruit quoi. Toujours est-il que pendant 4 ans, la moitié serbe du village vivait à l'exclusion des Croates et qu'aujourd'hui, les Croates s'y réinstallent à l'exclusion des Serbes. Nous n'y comprenons plus rien. Avant, tout paraissait simple. Les Serbes étaient les méchants et les Croates étaient les gentils. Mais là, les rôles s'embrouillent. Nous ressentons le besoin d'en savoir davantage sur la Croatie et partons chercher des réponses dans la capitale, Zagreb. Zagreb, une métropole européenne d'1 million d'habitants où règne une atmosphère austro-hongroise. On oublie vite ici que la ligne de front n'est qu'à 40 km. Il y a quelques jours pourtant, des obus serbes s'abattaient sur la ville, faisant plusieurs morts. Quel étonnement de trouver une ville qui vit normalement, chacun vaquant à ses occupations quotidiennes, même si ici, chaque jeune homme sait qu'il sera soldat. L'amour de la patrie, la passion nationaliste, la grandeur éternelle de la Croatie sont omniprésents à Zagreb. Dans les devantures des libraires, la Croatie se vend à toutes les sauces. Paradoxalement, ce pays qui n'a que 4 ans éprouve un formidable besoin de regarder en arrière, de chercher ses racines. La Croatie est hantée par un fantôme, un démon qui a marqué son histoire. Ce démon, c'est le fascisme, le terrible régime Ustashi, qui permit au pays d'être indépendant pour la première fois de 41 à 45. Aujourd'hui, dans toute la Croatie, le mouvement Ustashi a retrouvé ses lettres de noblesse. Velimir Bujanić en est un des jeunes héritiers. Vous devez savoir que dans l'histoire, le peuple croate a combattu aux côtés des Allemands pendant 2 guerres. La jeunesse croate fait tout simplement partie du bloc de droite. Et moi, en tant que membre de la jeunesse croate, je suis de droite. Je suis né comme ça, et c'est comme ça que je serai. Mon père m'a élevé dans cet esprit-là. Mon père s'est battu en 1991, moi je me bats en 1995. C'est un processus qui se poursuit. Le peuple croate est sacré. La nation croate est au-dessus de tout. Je ne peux que dire que nous poursuivrons cette lutte jusqu'à ce que nous ayons complètement libéré la Croatie. Ce jeune homme qui porte ouvertement le symbole des Ustashi nous surprend le plus quand il affirme qu'il a participé à la reconquête de la Slavonie occidentale alors qu'il n'est pas encore soldat. Dans le village que nous avons reconquis, nous sommes entrés le fusil et la grenade à la main et en chantant « Evo zore, evo dana ». Voici l'aurore, voici le jour. C'est une chanson qui parle des héros croates, membres de la Légion noire d'élite du mouvement Ustashi en 1941. Elle parle de légionnaires qui se sont battus aux côtés des SS, de la Gestapo, et des légionnaires et de la Wehrmacht à Stalingrad. Nous sommes entrés en chantant et nous n'avions pas peur.
Si tu meurs pour la Croatie. Et c'est un honneur et une fierté. Je suis prêt à mourir pour la Croatie. Le graffiti veut dire « Camarade Franjo, nous te prêtons serment ». C'est la célèbre chanson que l'on chantait à Tito. À l'origine, c'était donc « Camarade Tito, nous te prêtons serment ». Mais étant donné que Franjo Tudjman a repris pas mal d'habitudes de Tito, et probablement que les mauvaises, j'écris cela. Qu'est-ce que vous pensez du nationalisme? J'en ai rien à foutre du nationalisme. Je suis attaché à aucune nation. Ça n'a aucune importance pour moi. Je crois que le nationalisme, surtout le nationalisme artificiel, est un sentiment très primitif. C'est le parti au pouvoir qui a instauré le nationalisme avant la guerre, quand il est arrivé au gouvernement. Et ce sont surtout les médias qui en sont responsables. Ils ont pris le contrôle de la HTV, la télévision croate, et ils ont créé cette euphorie nationaliste qui n'était pas aussi présente avant. Je n'irai pas à la guerre, parce que c'est une sale guerre. C'est une guerre qui a été décidée depuis longtemps. Et il y a beaucoup de haine artificielle. Et puis c'est tellement confus. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus et qui ne savent même pas pourquoi ils se sont battus. Et cette idée, elle ne me plaît pas. Au centre de Zagreb, il y a un mur interminable dont chaque brique porte le nom d'une victime de guerre croate. Le mur de la douleur, comme on l'appelle ici, entoure le quartier général des forces de l'ONU. Cet encerclement vise à rappeler à la communauté internationale combien elle a été incapable d'empêcher tous ces morts. C'est là que Boris nous a fait rencontrer un de ses amis, un vétéran de guerre qui n'a que 26 ans. Vous connaissez cette personne? Oui, je le connais. D'où le connaissez-vous? De ma rue, à Vinkovci. Quatre ou 5 noms. C'était vos amis? Oui, ils étaient mes amis. Et certains... Vous pouvez parler croate? Tous ces gens qui sont partis ne pensaient pas qu'un jour, on retrouverait leur nom ici. Pourquoi êtes-vous allé vous battre? C'était une époque comme ça. Il fallait faire quelque chose. Quand tout a commencé, je n'avais pas envie de rester comme ça, dans la cave. Je n'avais pas envie de fuir dans une autre ville. Comme j'avais fait l'armée, je suis resté dans ma ville avec mes amis pour me battre. Je ne déteste personne. Je suis simplement triste pour ces gens. Car ça fait un grand nombre de gens très jeunes qui sont morts. Pour comprendre, nous sommes repartis vers la ligne de front où Mario a combattu en 91, près des villes martyrs de Vukovar et d'Osijek. Depuis 2 ou 3 ans, la Slavonie orientale vit en état de guerre larvée. À peine arrivés à Osijek, les responsables civils et militaires nous emmènent sur la ligne de front qui entoure la ville. Notre présence ne passe pas inaperçue aux yeux des premières positions serbes qui nous rappellent à leur manière que la Croatie s'arrête là. C'est le gouverneur de la province, Branimir Glavaš, héros de la défense d'Osijek, qui a tenu à nous amener ici. C'est un personnage clé du régime, très proche du président Tudjman. Imaginez comment c'était quand un millier de bus s'abattaient sur ce côté tous les jours.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît dans le fait d'être avec les soldats? J'ai des souvenirs qui reviennent. Ça fait longtemps que j'étais pas venu ici. Malgré la guerre, il y a eu de beaux moments. On a senti l'unité pour la première fois. On ne faisait pas attention à qui était professeur, médecin, ouvrier. Vous voyez, vous m'avez demandé quelle était la différence entre deux civilisations. Voilà le résultat de la culture et de la civilisation serbe, la civilisation orientale. À cet endroit s'érigeait autrefois la faculté d'agriculture et l'école d'agriculture. Vous voyez ce qu'il en reste. Sur ce bâtiment, sur cette construction, vous pouvez voir toutes les horreurs que la civilisation orientale a apportées à l'Occident. Et vous pouvez vous estimer heureux de vivre en Suisse, en Europe occidentale, et d'avoir eu à travers l'histoire les Croates, qui ont été le bastion, l'avant-poste de la défense de la civilisation occidentale. En Croatie, les victimes de 1991 sont constamment rappelées à la mémoire des vivants. Les martyrs de la guerre entretiennent chez les Croates une volonté farouche de venger leurs morts, avec à la clé la reconquête des territoires occupés par les Serbes. Dans la ville voisine, à Vinkovci, également encerclée par les Serbes, le parti au pouvoir est en campagne. Comme lors de toute réunion publique, le meeting commence par une minute de silence à la mémoire des morts. L'homme qui va prendre la parole est un dur du régime. C'est lui qui a organisé la défense de Vukovar. Quand Vukovar tombait aux mains des Serbes de Vukovar, des Serbes de Serbie, des Serbes de Bosnie et des mercenaires russes, il n'y avait pas ces salauds d'étrangers comme cette télévision suisse qui filme aujourd'hui et qui attendent de voir où nous allons commettre une faute pour nous décrier dans le monde. Ces pourritures ne sont pas venus voir comment les Croates aux mains nues sont morts en défendant leurs petits-enfants, leurs biens et leurs droits chez eux. Mais quand nous avons libéré la Slavonie occidentale, ils sont venus pour voir si nous avions commis une quelconque faute sur notre sainte terre croate. Ils ont regardé où les policiers, les soldats croates allaient commettre des erreurs. Cet homme qui nous accuse si violemment sera peut-être jugé au tribunal de La Haye pour crime de guerre. Il nous emmène sur la ligne de front, protégé par ses gardes du corps. Ici, je suis à 4 km de chez moi. Tous les 4 frères, on avait une maison là-bas. Je suis né ici. Entre ici et Vukovar, il n'y avait pas un seul Serbe, sauf dans le village de Marinci. Comment vous vous sentez ici? Mal. Je me sens mal. Pourquoi? Voyons. Mais dites-nous quelque chose sur vos sentiments, c'est important. Important? Tu es sincère? C'est ici que je suis né. Celui qui a pris ça le payera. Ils n'ont jamais vécu ici. Et ici, il n'y avait que des civils, il n'y avait pas de caserne. Ils travaillaient la terre. Est-ce que vous êtes amer à l'égard de l'Occident? Je leur souhaite de vivre ce que nous avons vécu, pour qu'ils comprennent. Mais ce que l'on sème, on le récolte. Nous sommes sûrs de notre force, et personne ne pourra nous obliger à renoncer à ce qui est à nous.
Vous voyez ça? C'est l'armée croate. Ces gens roulent dans leur voiture, ils payent eux-mêmes leur essence pour défendre leur pays. Ils sont très motivés. Extrêmement. L'armée croate puise sa force de motivation dans les camps de réfugiés. Sur tous les fronts, les réfugiés sont en première ligne. Certains vivent dans des camps comme celui-ci, et après 48 heures de service, les réfugiés soldats rentrent chez eux comme après une journée de travail. Salut voisin, à demain à 11h. Mais il ne faut pas trop se fier à l'ambiance bon enfant des lieux, parce qu'ici, tout le monde attend le signal qui annoncera que l'heure de la reconquête a commencé. Ces réfugiés retrouveront alors leur maison, dont ils ont été chassés, chassant à leur tour d'autres personnes, une petite fille croate prenant la place d'une petite fille serbe. Quand reverrons-nous notre Barania? Je vous le demande. Bientôt, madame. Bientôt, oui, j'espère. Vous voyez que la situation s'améliore. Tant mieux. Au revoir. Au revoir. Quand est-ce qu'on va rentrer chez nous? Bientôt. Tous les jours, on espère qu'on va rentrer chez nous. Hier soir, on était sur la ligne. Oui, je sais. Ils avaient justement commencé à tirer. Et même au cimetière, ils en ont tiré 10, 12. Je crois qu'il y a eu un mort ou un blessé. Un blessé, un blessé. Et à part ça? Ça va. C'est la même question qu'on se pose ces 3-4 dernières années. C'est une question à laquelle ces gens voudraient répondre. C'est normal car ils espèrent rentrer chez eux depuis 3-4 ans. Même s'ils savent que je ne peux leur dire concrètement quand ils vont rentrer chez eux, ils me posent la question à moi, car ils espèrent que j'aurai au moins une parole pour les consoler. Je réponds à tous bientôt et je crois personnellement que ce sera bientôt. Le gouverneur Glavaš est obsédé par la reconquête de la Baranja, un vaste territoire occupé par les Serbes au nord de Sijek. Il a tenu à nous montrer cette terre à laquelle il tient tant, à portée de fusil de la dernière position croate. Ici, la ligne de démarcation est strictement contrôlée par un détachement de casques bleus belges. Ici, c'est la dernière position contrôlée par la police croate. À 2 km d'ici se trouvent les forces paramilitaires serbes. Entre ces deux positions se trouve la Fort Pronu, aujourd'hui l'UNCRO. Si un jour vous partez à la reconquête de la Baranja, que va faire l'ONU? Ce n'est pas si. Nous entrerons dans la Baranja. Et si nous choisissons l'option militaire, les forces de l'ONU s'écarteront, tout simplement. Nous ne pensons pas que ces jeunes soldats étrangers soient venus ici pour mourir. Il est normal qu'ils s'écartent et qu'ils laissent passer l'armée croate. Laissant derrière nous le gouverneur qui n'a pas le droit d'aller plus loin, nous avançons jusqu'à moins de 100 mètres des positions tenues par les Serbes avant d'être impitoyablement stoppés par l'ONU. C'est une situation sans issue. Les Serbes qui sont ici dans la Baranja sont... ils disent « Nous voulons donc rester et nous allons nous défendre jusqu'au dernier ». Ils sont déterminés, ça c'est exact. Et de l'autre côté, les Croates, ils disent « C'est notre terrain, nous avons dû le quitter, nous voulons donc le reprendre ». Donc il n'y a pas de communication entre les deux. Le checkpoint de l'ONU est coincé entre les lignes serbes et croates. Au milieu de ce no man's land, cette force de paix nous paraît dérisoire, presque irréelle, quand de part et d'autre règne un tel esprit de vendetta. La reprise des combats semble inévitable, même si tout le monde s'accorde pour dire que la victoire se jouera ailleurs, un peu plus au sud, en Bosnie. Dès qu'ils se sentiront assez forts, les Croates et leurs alliés musulmans tenteront de couper le cordon de survie qui relie les Serbes
qui occupent une partie de la Croatie et de la Bosnie, à leurs frères de Serbie. Le corridor de Posavina, c'est le pivot militaire des Serbes, une petite bande de terre où passent les armes nécessaires à la survie des territoires conquis. Si un jour ce corridor est fermé, la guerre basculera probablement en faveur des Croates. Ici, sur les premières lignes croates, l'offensive finale n'a pas encore commencé, même si tous les jours les combats sont violents. Il est encore difficile d'évaluer la situation. Nous sommes conscients du fait que des combats cruciaux vont se jouer ici, et qu'ici on verra le début de la fin de l'agression grand serbe sur ces territoires. Ce ne sera pas facile pour les Serbes quand ils rencontreront des adversaires comme nous ici. Maintenant, nous nous sommes armés. La situation est différente. Maintenant, ils voient que nous sommes sur un pied d'égalité. Et ils ont peur de nous. Vous avez l'impression que vous pouvez gagner maintenant? Oui, maintenant, nous avons acquis une certaine expérience dans la guerre. S'ils attaquent maintenant, nous sommes prêts à riposter. Nous pouvons les arrêter. Ce sera difficile pour eux de passer, car nous savons que cette terre est à nous. Et nous mourrons tous avant de les laisser passer. La région d'Orašije, tenue par les Croates, a été la zone la plus bombardée au cours de ces derniers mois. Un déluge de feu, des milliers d'obus s'abattant sur les villages alentours. C'est le signe que les Serbes savent très bien que leur avenir se joue ici. Et malgré cela, des civils croates continuent de vivre dans les villages en ruine. Il y a eu beaucoup de bombardements ces temps? Oui, il y en a eu. Nous nous sommes cachés un moment, puis nous sommes revenus. Ces garçons, ce sont vos fils? Oui, les trois. Vous n'avez pas peur pour eux en vivant dans une zone de combat? Pourquoi? Qu'ils voient un peu à quoi ressemblent les Serbes, les Tchétniks. Comme ça, ils ne les prendront pas par surprise, comme moi. Parce que moi, ils m'ont eu. Ils vous ont vraiment pris par surprise? Oui, parce que nous, on croyait à une cohabitation avec eux. Vous venez d'où? De Jenic. Un village occupé à 2,5 km, 3 km d'ici. Et vous pensez pouvoir y retourner un jour? À tous les coups. À tous les coups. Est-ce qu'un jour, vous pourrez à nouveau vivre avec les Serbes? Avec les Serbes, non, mais sans eux, oui. Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de cohabitation possible. Vous ne leur faites vraiment plus confiance? Plus du tout. Mes enfants non plus ne leur feront plus confiance. Ils ont compris qui étaient les Tchétniks. Entre la vieille forteresse d'Osijek et la Baranja tenue par les Serbes, il y avait un pont qui a été détruit dès le début de la guerre. Ce pont, qui enjambe la rivière Drava, le gouverneur Glavaš le fait reconstruire à grands frais. Chaque fois qu'il en a le temps, il vient vérifier l'avancement des travaux. Ce pont, il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Quel est le sens de la reconstruction de ce pont? Plus que pour son utilité, car nous avons encore deux ponts. Le pont pour les piétons et celui du chemin de fer, grâce auquel nous pouvons aller d'une rive à l'autre. Nous avons reconstruit ce pont pour montrer à tous les sceptiques que le président Tudjman et la Croatie n'ont pas abandonné la Baranja. Nous voulions détromper ceux qui pensaient que nous avions abandonné notre territoire. Il y a donc une signification politique en plus de la signification économique. On pourrait l'appeler le pont de l'espoir. C'est le pont du retour. Et si les Serbes le bombardent à nouveau?
Ils n'ont qu'à le bombarder. Ils ne peuvent pas le détruire indéfiniment. La Croatie s'est donnée jusqu'à cet automne pour négocier le retour pacifique des territoires occupés par les Serbes. Passé ce délai, elle dit s'estimer en droit de reconquérir ces territoires par la force.